Lire 10 pages par jour peut sembler pas être grand chose, mais pourtant sur une année ça fait 3650 pages. C'est l'équivalent de 15 livres complets et sur 10 ans ça fait 150 livres en lisant 10 pages par jour. Et ça, c'est qu'une infime partie du pouvoir de l'effet cumulé. Ce livre, il est à la fois extrêmement simple et extrêmement important. Je pense que c'est le premier livre que je recommanderais à tous les gens qui veulent se mettre à lire pour améliorer leur vie. Alors dans cette vidéo, je vais te résumer les 10 leçons principales et surtout, comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser tout ça dans ta propre vie. Leçon numéro 1, le pouvoir de l'effet cumulé. Pour reprendre notre premier exemple dans d'autres domaines, si tu décides d'épargner 1 euro par jour, au bout d'un an, tu auras 365 euros et au bout de 5 ans, tu auras économisé 1800 euros. Si tu décides de prendre 30 minutes par jour pour apprendre une nouvelle compétence, à la fin de l'année, tu auras passé plus de 180 heures à apprendre cette compétence. Et à l'inverse, si tu passes 30 minutes de moins par jour sur ton tel, tu vas avoir les mêmes 180 heures que tu pourras réutiliser dans ton bien-être, tes relations ou même tes compétences. Et ça, c'est le principe central de l'effet cumulé. L'idée principale, c'est que c'est pas les actions grandioses qui transforment notre vie. C'est pas les grosses actions qui font la différence, c'est l'accumulation de micro-actions jour après jour. Chaque petite décision compte beaucoup plus que tu l'imagines. Et ce qui est intéressant, c'est que ces changements sont tellement subtils qu'ils passent presque inaperçus au quotidien. Et c'est pour ça que beaucoup de gens abandonnent. Ils voient pas de résultats immédiats, alors ils abandonnent. Ils vont arrêter de courir au bout d'une semaine parce qu'ils n'ont pas encore perdu de poids. Ils vont arrêter de publier des vidéos au bout de la deuxième vidéo parce qu'ils n'ont toujours pas fait de vues. Ils arrêtent d'économiser parce qu'ils n'ont pas l'impression de mettre tant d'argent que ça de côté. Et c'est là que l'auteur raconte une excellente histoire pour expliquer ça. Imagine 3 potes qui ont une vie plutôt normale, un taf correct, une santé normale et une vie perso classique. Le premier, Laurent, il est plutôt ok avec sa vie, donc il continue sa petite routine sans rien changer. Le deuxième, Simon, il décide de faire quelques petits changements dans sa vie. Rien de fou, mais il va lire 10 pages par jour, il va écouter 30 minutes de contenu pour apprendre des choses et il va manger 125 calories de moins en zappant un dessert ou en mangeant un cookie de moins chaque jour. Et puis on a Bruno qui part un peu en couille, il s'achète une télé un peu plus grosse pour mieux voir ses séries, il va se passionner pour les recettes de pâtisserie et il va se mettre à boire un verre d'alcool de plus chaque semaine. Alors le temps va passer et au bout de 6 mois, on va voir absolument aucune différence entre ces 3 personnes. Au bout d'un an, toujours pas grand chose. C'est qu'après 1 an et demi qu'on va voir les premiers changements et au bout de 2 ans, n'en parlons même pas, on se demande comment tout a pu autant changer. Bon, le cousin Laurent, il a pas bougé, mais Bruno est devenu obèse alors que Simon est en pleine forme. Simon, il a perdu 15 kilos juste en mangeant un petit peu moins chaque jour, alors que Bruno, il a fait l'inverse et il en a pris 15. T'imagines, maintenant, il y a 30 kilos d'écart entre les deux. Et pendant que Bruno, il regardait La Villa des cœurs brisés sur une télé plus grande, bah Simon, en 2 ans, il a lu 30 nouveaux livres en lisant juste 10 pages par jour et en écoutant 30 minutes de contenu par jour pendant 2 ans, il a écouté plus de 360 heures de contenu, soit l'équivalent d'une année complète à l'université. Et c'est une fois qu'on tombe sur ce genre de résultat du jour au lendemain qu'on se demande qu'est-ce qui a bien pu arriver. Parce que si on se décide de se brosser les dents plus qu'une seule fois par jour, on n'aura pas de problème aujourd'hui ou demain ou dans 6 mois. Mais dans 2 ans, quand on va avoir notre rendez-vous chez le dentiste, c'est là qu'il va nous annoncer qu'il va falloir tout arracher. Et quand on regarde en arrière, c'est arrivé à aucun moment précis. Parce que c'était caché dans nos micro-décisions du quotidien. Et c'est exactement pareil avec l'argent qu'on dépense, le temps qu'on passe sur notre tel ou les discussions qu'on évite dans nos relations. Alors ça, c'est le pouvoir des petites actions, mais c'est encore rien par rapport à ce qu'on va voir dans la leçon numéro 2. Leçon numéro 2, l'effet ricochet. Il y a un détail majeur que je vous ai pas dit dans cette histoire entre ces 3 personnes. Là, on vient de voir le pouvoir de l'effet cumulé dans un processus qui est linéaire. Lire 10 pages par jour pendant 100 jours, ça nous fera lire 1000 pages. J'ai hésité. J'ai fait le calcul, j'étais en mode 10 fois 100, ça fait... ouais. Manger 100 calories de moins par jour pendant 100 jours, ça nous fera manger 10 000 calories de moins, etc. Et tout ça, c'est génial, mais ça prend pas en compte l'aspect exponentiel de ces décisions. Chaque micro-action répétée suffisamment longtemps va mener à ce qu'on appelle un effet ricochet, qu'on appelle aussi effet boule de neige, effet domino ou effet papillon, parce que le processus est bel et bien linéaire, mais les bénéfices qu'il va apporter sont totalement exponentiels. En lisant 10 pages par jour, soit 15 livres par an, non seulement tu seras beaucoup plus cultivé, mais surtout tu vas pouvoir utiliser ces connaissances pour améliorer tes relations, pour améliorer ton travail, pour améliorer ton bien-être en général. Devenir 1% meilleur chaque jour te fait pas juste devenir 365% meilleur, ça va carrément te rendre 3700% meilleur, soit 37,78 fois précisément. Parce que c'est exactement le même principe que les intérêts composés dans la bourse. Chaque pourcent n'est pas juste 1% qui va s'ajouter à ton nombre de base, c'est 1% qui va s'ajouter à ton nombre précédent. Donc tu rajoutes pas juste
rajoutes 1% à chaque fois, tu rajoutes 1% sur ton action précédente qui avait déjà pris 1%. Et donc pour reprendre notre histoire, Bruno a certes pris 15 kilos en testant des recettes de pâtisserie, mais le fait qu'il ait mangé gras l'a aussi rendu plus mou et léthargique. Maintenant il dort moins bien, donc il est de moins bonne humeur, il est plus stressé et il est moins performant au travail. Du coup il se prend des remarques sur son travail, il se prend des remarques sur son poids et ça le met d'encore plus mauvaise humeur. Alors quand il rentre chez lui, il a qu'une seule envie, c'est de se poser sur le canapé pour mater la télé et regarder ses séries. Et c'est là qu'il passe de moins en moins de temps avec sa femme, sa relation se dégrade, il est de plus en plus flasque, de moins en moins performant et sa vie se dégrade petit à petit. Alors que Simon, qui a pris du temps pour apprendre chaque jour et manger moins, bah maintenant il a un corps athlétique, il peut faire les activités qu'il veut et il a assez d'énergie pour sa famille. Et il a même décroché une promotion à son taf grâce aux conseils qu'il a entendus dans un podcast ou dans une vidéo de Matt Keyes. Je te jure, il a écrit ça dans le livre. Et c'est ça le vrai pouvoir de l'effet cumulé et il continue de s'appliquer chaque jour dans notre vie, qu'on le veuille ou non. Leçon numéro 3, l'importance des choix. Chaque décision, la plus banale soit-elle, modifie la tournure de votre vie. Selon que vous choisissiez de poursuivre des études ou pas, que vous épousiez une personne plutôt qu'une autre, que vous buviez un dernier verre d'alcool avant de prendre la route, etc. Chaque nouveau choix qu'on va faire va avoir un impact sur l'effet cumulé de notre vie. Et le problème, selon l'auteur, c'est pas qu'on fait des mauvais choix intentionnellement, ce serait trop facile. Non, le vrai problème, c'est qu'on fait la plupart de nos mauvais choix sans même y penser. Personne ne choisit consciemment de devenir obèse, de faire faillite ou de divorcer, mais ces conséquences résultent d'une série de petits choix mal avisés. Tu sais, c'est tout ce genre de moment où tu ouvres YouTube et tu réalises que t'es déjà à ta 3e vidéo et qu'il y a une canette de coca ouverte et que tu t'es tapé un paquet de chips entier. C'est quand tu prends ton tel pour envoyer un message et que tu réalises que ça fait 1 heure que t'es en train de regarder des vidéos de chats sur TikTok. C'est quand tu vas grignoter un morceau de chocolat de temps en temps et que tu t'aperçois qu'en fait t'as déglingué le paquet entier juste en une journée. En fait, tant qu'on continue de décider de façon inconsciente, on pourra pas modifier nos choix pour en faire des habitudes productives. Alors l'exercice révolutionnaire qu'on nous propose dans le livre pour ça, c'est de faire le suivi de nos choix. Prends un domaine de ta vie que tu souhaites améliorer et note chaque action que tu fais actuellement liée à ce domaine. Le but, c'est même pas de modifier quoi que ce soit, c'est juste d'en prendre conscience. Et tu verras, c'est une dinguerie. Si tu cherches à améliorer tes finances et à économiser plus d'argent, note toutes les choses que tu dépenses, même les trucs à quelques centimes. Si tu cherches à avoir un beau corps pour l'été, note toutes tes séances de sport et tout le suivi des repas que tu es en train de manger. Si tu cherches à être plus productif sur ton projet, note chaque fois où tu passes du temps productif sur ton projet. Si tu cherches à passer moins de temps sur ton tel, note toutes les fois où tu attrapes ton tel pour y passer du temps. Je t'encourage vraiment à essayer cet exercice. Si jamais tu veux développer une habitude ou supprimer une mauvaise habitude, prends au moins un jour pour noter tout ce que tu fais dans ce domaine-là. Perso, je l'ai fait pour 2 choses. Je l'ai essayé pour noter ma productivité et voir quand est-ce que je travaillais réellement et aussi pour voir le nombre de fois où j'attrapais mon tel inutilement et j'ai vraiment été bluffé, c'est trop puissant, n'hésite pas à tester. Parce qu'on a trop souvent tendance à être en dissonance. On dit vouloir certaines choses, on dit vouloir être musclé, vouloir devenir riche, vouloir améliorer nos relations, mais quand on fait le suivi de nos actions dans une journée, on s'aperçoit qu'elles sont pas du tout cohérentes avec ça. On passe à la leçon numéro 4, définir son pourquoi. Vos choix n'ont de sens que s'ils sont liés à vos désirs et à vos rêves. Les choix les plus avisés et les plus motivants sont ceux qui correspondent à qui vous êtes, ceux qui répondent à votre objectif profond et à vos valeurs intrinsèques. Vous devez vouloir quelque chose et savoir pourquoi vous le voulez, sans quoi vous abandonnerez trop facilement. Tous les comment n'ont aucun sens si ton pourquoi n'est pas suffisamment fort. Et tant qu'on n'a pas défini clairement nos valeurs, on va se retrouver à faire des choix qui sont pas cohérents avec elles. Et d'après les psychologues, rien ne suscite autant de stress que l'inadéquation entre nos actions, nos comportements et nos valeurs. Et donc pour réduire ce stress, prendre de meilleures décisions et nous rendre la vie plus simple, le mieux c'est de prendre le temps de définir tout ça. Et on nous propose de faire ça à partir de 4 points. Le premier, c'est de définir nos valeurs intrinsèques. Parce que nos valeurs représentent le GPS de notre vie. Et pour ça, dans le livre, il y a même des fiches de questions pour nous aider à les définir. Je vous en mets quelques-unes ici. Quelle est la personne que je respecte le plus? Quelles sont ses valeurs? Si je pouvais immédiatement développer une qualité, laquelle ce serait? Quelles sont les 3 valeurs que je souhaite le plus transmettre à mes enfants? Quelles sont les personnes qui me déplaisent le plus? Pourquoi? Et à partir de ça, le but c'est de définir les valeurs qui sont les plus importantes pour nous. Je te mets une liste à l'écran, tu peux mettre sur pause. Ensuite, le deuxième point, c'est de trouver son combat. La motivation provient soit de ce qu'on veut, soit de ce qu'on veut absolument pas. Et cette motivation d'avoir un ennemi, même si c'est un ennemi fictif, elle est extrêmement puissante. Ça peut être une cause ou juste quelque chose d'imaginaire. Par exemple, j'aime bien voir cette chaîne comme le combat contre les contenus de dev perso inutiles qui servent à rien. Et quand j'ai pas de motivation, ça m'aide de me dire que je suis en train de les laisser gagner. En troisième, on peut définir nos objectifs. Lorsque
lorsque vous définissez vos objectifs, vous donnez à votre cerveau de nouveaux éléments à chercher et sur lesquels se concentrer. Comme si vous munissiez votre esprit d'une nouvelle paire d'yeux, lui permettant de voir tous les gens et toutes les circonstances, les conversations, les ressources, les idées et la créativité qui vous entourent. Et enfin, quatrième, on peut se demander qui doit-on devenir pour les atteindre. D'après lui, avant même de se demander ce qu'on doit faire, on doit se demander qui on doit devenir. Parce que si on veut obtenir plus, d'abord il faut devenir plus. Ça, c'est le concept de l'identité et c'est super important. Tant que tu veux perdre du poids mais que tu te considères comme quelqu'un qui est pas sportif et qui aime trop manger gras, ça va être un calvaire pour tenir tes habitudes de perte de poids. Alors demande-toi qui dois-tu devenir pour obtenir ce que tu veux. Et c'est à partir de là qu'on passe à la leçon numéro 5. Mais au passage, j'ai un petit service à te demander. Si t'aimes le contenu que je propose, ça m'aiderait énormément que tu prennes le temps d'enlever le mode plein écran et de cliquer sur le bouton s'abonner. Ça m'aide à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif sans avoir à vous parler de NordVPN ou de Winamax. Et en plus, ça permettrait de booster l'algo et mettre ce contenu sous les yeux de certaines personnes qui en ont potentiellement besoin. Alors merci beaucoup. Leçon numéro 5, le pouvoir des habitudes. Est-ce que tu connais l'histoire de l'homme à cheval qui galope à toute vitesse comme s'il avait une mission super importante? Il y a un homme au bord de la route qui lui crie « Hey, vous allez où comme ça ?» Et le cavalier lui répond « Aucune idée, demandez au cheval. » C'est ce qui arrive à la plupart des gens, ils vivent leur vie guidés par leurs habitudes sans avoir aucune idée d'où elles sont en train de les mener. Parce que l'auteur nous rappelle que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Les habitudes et les comportements ne mentent jamais. Si ce que vous dites et ce que vous faites ne correspond pas, je serai toujours enclin à croire ce que vous faites. Si tu dis que tu es quelqu'un de super discipliné mais que tu passes ton temps à repousser ton réveil et à scroller sur TikTok, on va croire tes actions. Si tu dis que ton projet est ta priorité mais que tu passes ton temps à faire la fête avec tes potes, on va croire tes actions. Tes habitudes, elles définissent la trajectoire sur laquelle ta vie se trouve. Et c'est pour ça que c'est aussi important de faire l'exercice dont on parlait sur le suivi de tes choix et de tes habitudes. Ça va t'aider à devenir beaucoup plus conscient de la trajectoire sur laquelle tu es en train d'aller. Et faire tous ces bons choix au quotidien, selon l'auteur, c'est pas facile parce que ça demande d'éviter le piège de la gratification instantanée. Le problème de nos mauvaises habitudes, c'est qu'elles sont très gratifiantes à court terme, mais qu'elles nous sabotent complètement à long terme. Si on mangeait un Big Mac et qu'on devenait obèse et malade directement, crois-moi qu'on mangerait qu'un seul Big Mac dans notre vie. Si on fumait une clope et qu'on devenait directement ridé avec des problèmes aux poumons, pareil, on fumerait qu'une seule cigarette. Et le truc, c'est que c'est l'inverse pour nos bonnes habitudes. Elles vont nous punir et être difficiles à court terme et nous récompenser seulement à long terme. Lire un livre, ça va être plus ennuyant que de scroller. Faire du sport, ça va être plus épuisant que de regarder une série sur son canapé. Et c'est là qu'avoir un pourquoi solide peut nous aider le plus selon l'auteur. Maintenant, comment est-ce qu'on peut améliorer concrètement nos habitudes? Leçon numéro 6, éliminer une mauvaise habitude. Si vous souhaitez que votre vie prenne une nouvelle direction, il faut d'abord vous alléger des mauvaises habitudes qui vous lestent depuis trop longtemps. Avant de s'intéresser aux bonnes habitudes, le livre nous propose d'abord de dégager nos mauvaises habitudes. Et pour ça, on peut faire appel à 5 stratégies. La première, c'est d'identifier tes déclencheurs. Le déclencheur, comme son nom l'indique, c'est ce qui a tendance à déclencher ta mauvaise habitude. Par exemple, peut-être que tu essaies d'arrêter de fumer, mais que tes collègues te proposent de faire une pause clope tous les jours et que tu cèdes à chaque fois. Peut-être que tu veux réduire ton temps d'écran, mais tu as les notifications activées, du coup ton tel fait que s'allumer et tu fais que l'attraper. Peut-être que t'es en plein régime, mais dès que tu ouvres tes placards, il y a des tonnes de biscuits et de trucs au chocolat qui te font craquer. Identifier les déclencheurs, ça t'aidera à prendre conscience de la source générale de tes mauvaises habitudes, mais ça va pas suffire pour les supprimer totalement. C'est là qu'on a la deuxième stratégie, faire le grand ménage. Il faut se débarrasser au mieux du déclencheur et de tout ce qui encourage ta mauvaise habitude. Mets plus aucune malbouffe dans tes placards, désactive les notifications, mets ton tel dans une autre pièce quand tu travailles, etc. Ensuite, en 3, on va faire l'échange. Est-ce que tu as moyen de remplacer ta mauvaise habitude par une habitude qui est saine? Par exemple, manger une carotte au lieu de manger des chips et des cacahuètes. Manger des amandes au goûter au lieu de tartines au Nutella. Boire de l'eau pétillante au lieu de boire du coca. Lire un livre au réveil au lieu d'attraper ton tel, etc. Et à partir de là, on va avoir deux choix. Soit l'étape 4, procéder par palier en réduisant son habitude petit à petit. Soit l'étape 5, y aller la tête la première en arrêtant tout de manière radicale, comme j'ai dû faire pour les jeux vidéo parce que je pouvais pas m'empêcher de jouer un tout petit peu. Du coup, j'ai dû absolument tout désinstaller. Ça, c'est vraiment variable, ça dépend des habitudes que tu veux supprimer et de ce qui a tendance à marcher pour toi en général. Ça, c'est à toi de voir. Maintenant, on peut passer à la leçon numéro 7, mettre en place nos bonnes habitudes. Vous ne pourrez jamais changer de vie si vous ne changez pas ce que vous faites quotidiennement. Le secret de votre réussite réside dans votre routine. Cette fois-ci, le livre nous propose 6 techniques pour mettre en place nos bonnes habitudes. Premièrement, crée les conditions de ton succès. Avant de mettre en place ton habitude, il faut t'assurer qu'elle corresponde bien à ton mode de vie et que ton environnement le permette. Par exemple, si tu veux te mettre au sport mais que la salle est à 50 minutes de chez toi, tu vas jamais réussir à tenir le sport. Pareil si tu veux manger sain mais que tu n'as absolument aucune nourriture saine dans tes placards. Deuxièmement, pensez en addition, pas en soustraction. Ça
Ça va consister à reformuler dans notre esprit les bonnes habitudes qu'on essaie de mettre en place. Au lieu de voir ça en mode « putain, je peux rien manger, ça me saoule », le but c'est de se dire « je peux manger plein de trucs healthy, c'est génial pour ma santé ». Ou alors « travailler sur mon projet, c'est trop dur » et de se dire « travailler sur mon projet, ça va me permettre d'accomplir mes rêves ». Le but c'est de reformuler positivement ces habitudes. Troisièmement, affiche tes objectifs, que ce soit chez toi, mais aussi en le disant à tes proches ou même sur les réseaux sociaux. Le but c'est de créer un engagement envers tes objectifs et qu'il y ait tes proches qui puissent te surveiller que tu es bel et bien en train de taffer dessus. Quatrièmement, trouve un associé. Rien n'est aussi fort que deux personnes qui marchent dans la même direction. Essaie de te trouver un gym bro pour aller au sport ou un compagnon de business ou un compagnon qui va t'aider à faire ta bonne habitude avec toi. Cinquièmement, compétition et camaraderie. Comment tu pourrais renforcer ta nouvelle habitude par une rivalité amicale et un esprit de compétition. Et numéro 6, récompense-toi. Accorde-toi des gratifications tous les mois, toutes les semaines, voire tous les jours même s'il faut. Attention quand même, il y a Mark Manson qui a une phrase par rapport à ça qui est géniale. Il faut que tu puisses récompenser tes victoires sans que ça compromette tes prochaines victoires. Donc par exemple, si tu es en train de réussir à tenir ton régime, ça va pas être très bénéfique pour toi de te faire une journée entière de cheat meal à 10 000 calories. Pareil, si tu as réussi à tenir l'habitude de te lever à 5 h du matin, peut-être qu'aller faire la fête en boîte la veille, ça va pas t'aider à tenir ta prochaine habitude à 5 h du mat. Donc là, on a vu tout le principal sur le chapitre des habitudes, mais tout ça risque de pas suffire tant qu'on continue de se faire influencer. Leçon numéro 8, les influences internes. Selon l'auteur, notre comportement il est influencé par 3 types de forces. Une force interne et 2 forces externes. La première force interne qui nous influence, c'est ce qu'on appelle les apports. Ça correspond à toutes les informations avec lesquelles on nourrit notre esprit. De la même manière que si on veut que notre corps soit le plus performant possible, il faut faire attention à ce qu'on mange et éviter la malbouffe, si on veut que notre cerveau fonctionne au maximum de ses capacités, il faut qu'on surveille d'autant plus avec quoi on le nourrit. Et selon l'auteur, c'est pas une tâche évidente parce que notre cerveau il est pas là pour nous rendre heureux, il est là pour assurer notre survie. Ça veut dire qu'il va avoir une préférence pour toutes les infos qui sont choquantes et négatives qui vont menacer directement sa survie. Et bizarrement, c'est exactement comme ça que les infos et l'actu fonctionnent. Alors à force d'écouter des infos négatives, ça va devenir le point de référence de notre esprit et il va voir le monde à travers ce genre de filtre. Votre esprit ressemble à un verre vide, prêt à contenir tout ce que vous voudrez bien y verser. Si vous y versez des infos à sensation, des titres salaces et des talk shows, vous le remplissez d'eau sale. Si votre verre est rempli d'une eau sombre et inquiétante, tout ce que vous créerez passera à travers ce filtre sale à l'image de vos pensées. Pour vulgariser ça, toutes les infos que tu laisses entrer dans ton cerveau vont définir toutes les choses sur lesquelles tu te concentres au quotidien. Si t'écoutes que du négatif, des meurtres et des catastrophes, tu vas passer ta journée dans l'anxiété, le stress et la peur. Si t'écoutes des commérages et de la télé-réalité, tu vas passer tes journées dans le jugement et les commérages. Maintenant que c'est dit, il faut qu'on parle des influences externes. Il y a 2 types de forces externes qui nous influencent le plus. La première, c'est notre environnement. Et l'auteur a écrit une phrase que j'aime beaucoup. Votre cœur abrite peut-être un rêve trop grand pour l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Alors parfois, il faut savoir en sortir pour enfin l'atteindre. C'est exactement comme quand tu plantes un arbre dans un pot, il va grandir comme il peut, mais il va finir par être limité par le pot. Et le seul moyen de continuer de le faire grandir, c'est de le mettre soit dans un pot plus grand, soit dans la terre directement. Ma mère serait très fière que je parle de plantation. Et ça concerne aussi toutes les choses qui nous entourent selon l'auteur. Il faut savoir faire le tri pour rendre notre environnement plus positif. Et il faut aussi travailler sur ce qui nous ruine intérieurement à travers l'introspection et le travail sur soi. Et la deuxième influence externe, c'est nos relations. C'est là qu'on retrouve notre bonne vieille citation: tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Parce qu'en psychologie, ces personnes vont être considérées comme notre groupe de référence. Et selon les recherches d'un prof d'Harvard, ton groupe de référence détermine jusqu'à 95% de ta réussite ou de tes échecs. En gros, ton niveau de santé, de comportement et de salaire va correspondre à la moyenne des gens que tu fréquentes le plus. Et ça s'applique très certainement déjà sur ta vie si tu regardes ton entourage actuel. Si on y réfléchit un peu, si tes 5 meilleurs potes se mettent à aller à la salle, toutes les conversations vont tourner autour de la muscu, eux-mêmes ils vont devenir plus tanker, ils vont se mettre à manger bien, à faire plus de sport et à parler de ça. En fait, la pression sociale et le besoin d'appartenance vont être tellement forts que tu vas te sentir obligé de t'y mettre pour pouvoir continuer de rester dans ce groupe. Et malheureusement, c'est exactement pareil quand tes potes passent leur temps à jouer aux jeux vidéo tous les soirs, quand ils mangent à McDo tous les jours de la semaine, ou alors qu'ils passent du temps à faire du drama et à critiquer les gens. Et aucun jugement par rapport à ça, chacun fait ce qu'il veut, mais le problème c'est quand ce genre de comportements vont aller à l'encontre totale de tes objectifs et de tes projets. C'est là que toi, au fond de toi, t'as un mindset d'entrepreneur ambitieux, mais que tu vas te retrouver tous les soirs à sortir en boîte pour aller te murger le crâne pour faire comme tes potes. Alors en exercice, l'auteur nous propose de nous poser 2 questions. Quelles sont les 5 personnes que tu fréquentes le plus? Est-ce qu'elles ont une influence positive ou négative sur toi?
C'est là qu'il définit 3 catégories dans lesquelles on peut mettre ces personnes. La première, c'est la dissociation. Autrement dit, identifier les personnes qui refusent d'évoluer et te tirent vers le bas et les supprimer le plus possible de ta vie. La deuxième, c'est l'association limitée. Identifier les personnes avec qui tu peux passer 3 heures mais pas 3 jours ou 3 minutes mais pas 3 heures et t'assurer de ne pas passer plus de temps que nécessaire avec ces gens. Et la troisième, l'association élargie. Identifier les gens qui ont déjà les habitudes positives que tu veux développer et passer le plus de temps possible avec eux. On nous dit aussi de ne pas hésiter à chercher un compagnon d'excellence pour faire ton parcours positif à deux. Et pareil, n'hésite pas à investir dans un mentor ou en tout cas à avoir des rôles modèles positifs desquels tu peux t'inspirer. Et au passage, une autre solution si tu cherches un entourage positif, j'ai créé une communauté sur Discord que tu peux rejoindre gratuitement. Et le but, c'est de pouvoir retrouver que des gens ambitieux et motivés qui charbonnent totalement sur leurs objectifs. On arrive à la leçon numéro 10, go prendre de l'élan. Si tu as réussi à suivre un peu les cours de physique, personnellement, j'ai pas réussi, mais je l'ai appris plus tard, tu connais peut-être la loi de l'inertie. Un solide au repos tend à rester au repos à moins d'être animé par un mouvement. Et un solide en mouvement tend à rester en mouvement à moins d'être stoppé dans son élan. On a même le droit à une petite précision de l'auteur pour ceux qui n'ont pas fait le rapprochement. Autrement dit, les paresseux vautrés sur leur canapé tendent à rester vautrés sur leur canapé et les gens performants continuent de se bouger les fesses et de réussir de mieux en mieux. Et tout ça, ça nous mène à 2 conclusions. Premièrement, ça va forcément être dur de t'y mettre au début, mais c'est un passage obligatoire pour n'importe qui veut créer de l'élan. C'est exactement pareil que pour faire décoller une fusée, ça va brûler énormément d'énergie pour commencer à se mettre en mouvement, mais une fois que tu seras en mouvement, tu auras l'élan et ce sera beaucoup plus facile de juste te maintenir sur la trajectoire. Et deuxièmement, quand tu as réussi à te lancer, ne casse surtout pas ton élan. Une fois que tu as réussi à prendre ton élan, le but c'est d'éviter à tout prix de le rompre. Et pour ça, il faut arriver à toujours faire au moins un peu. Les jours où tu as le moins envie de bosser, le moins envie d'aller faire du sport, le but c'est pas d'aller exceller et faire une séance de fou. Le but c'est juste de limiter la casse et de quand même show up, de te montrer et de faire ce qu'il y a à faire. Quand tu as vraiment zéro motivation, ce que personne va te dire sur les réseaux parce que personne ne montre ce genre de choses, c'est que c'est ok de travailler 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, de juste faire 50 pompes ou 50 squats ou de juste ne pas manger un cookie en plus. Et bien sûr, je dis pas qu'il faut faire ça chaque jour, ça c'est vraiment pour les jours les moins motivés. James Clear dans Atomic Habits a la règle des 2 jours qui dit ne rate jamais une habitude 2 jours d'affilée. La rater un jour est une erreur humaine, la rater un deuxième jour est le début d'une nouvelle habitude. En fait, plus t'attends pour lancer ton effet cumulé, plus tu seras statique et plus ça va être dur de t'y mettre. Et plus tu vas lancer ton effet cumulé tôt, plus tu vas en tirer les bénéfices tôt. Les résultats que tu vises prendront forcément du temps, alors plus t'attends, plus tu es en train de les repousser. Pour résumer un peu cette vidéo bien chargée, on a commencé par voir l'importance de l'effet cumulé et de l'effet ricochet qu'il crée. Ensuite, on a vu la puissance de chacun de nos choix. Puis, on a parlé de développer un pourquoi plus profond. Après, on a parlé du pouvoir des habitudes et on a vu comment dégager une mauvaise habitude et comment en développer une nouvelle. Ensuite, on a vu l'impact des influences internes et externes sur notre vie. Et on a fini par parler de l'élan qu'il faut que tu arrives à créer absolument pour lancer ton effet cumulé. Ce que je recommanderais pour tirer le meilleur de cette vidéo, ce serait de prendre au moins un exercice dont on a parlé et de s'y mettre sérieusement dessus. Mon préféré perso, c'est clairement de noter chaque action qu'on fait dans un domaine pour prendre conscience d'à quel point on est en train d'agir dans ce domaine sans même nous en apercevoir. Que ce soit pour mesurer notre habitude actuelle ou pour prendre conscience d'une mauvaise habitude, cet exercice c'est vraiment une grosse dinguerie. C'était une sacrée vidéo, merci beaucoup pour ton temps. Pense à cliquer sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Force à toi pour tes projets. Ciao.